parler de sens chimique, comportement alimentaire et obésité. Et donc on va rentrer effectivement sur d'autres choses que ce qu'on a vu auparavant sur la NASH ou l'épidémiologie, mais ça va avoir des liens avec ce que vous a raconté un petit peu Christine auparavant. Donc quand on parle de comportement alimentaire, effectivement, on a un vrai regard croisé puisque ça met en jeu tout un tas de facteurs qui vous sont représentés sur cette diapositive qui vont aboutir au choix que vous allez faire en termes d'alimentation. Ces facteurs, je ne vais pas tous les passer en revue aujourd'hui, je vais me concentrer effectivement sur ceux qui font appel au sens chimique, c'est-à-dire au sens du goût et de l'olfaction, et donc à toute la partie hédonique de l'alimentation. Effectivement, quand on regarde, ça c'est une étude qui date un petit peu maintenant, mais qui a une dizaine d'années, qui était une étude de l'INSEE, qui regardait les principaux critères de choix des produits alimentaires, et lorsqu'on questionnait les personnes, on pouvait voir qu'effectivement le principal critère de choix, c'est effectivement le prix au départ, mais ensuite viennent à la fois le goût et les habitudes alimentaires sont très très influencées par le goût, les préférences, donc la partie hédonique de l'alimentation. Alors je vais faire quelques rappels parce que je pense que c'est bien, et c'est des choses que vous entendez peut-être pas très souvent sur ce qu'on entend par la flaveur et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un aliment en bouche en termes de reconnaissance de cet aliment par vos sens chimiques. Eh bien, lorsqu'on mange une fraise, par exemple, cette fraise, elle va être déconstruite au niveau de la sphère orale par la mastication, par la salive, etc. Et donc, il va y avoir la libération de différentes molécules, bien sûr des molécules de type nutritionnel, mais aussi des molécules de type olfactive ou gustative. Donc, les premières, effectivement, les molécules gustatives vont arriver au niveau de la langue, vont être analysées, je vais y revenir, au niveau de certaines particularités de la langue qui sont les bourgeons du goût. Et donc, lorsqu'on parle de goût, effectivement, c'est un rôle déterminant dans la perception sensorielle des aliments, vous le savez tous. La gustation résulte de multiples informations sensorielles, je vais y revenir. La stimulation des neurones olfactifs du nez, des papilles de la langue, des récepteurs de la douleur pour le piquant, mais aussi des capteurs mécaniques ou thermiques, tout ça va entrer dans la reconnaissance de l'aliment et dans ce que vous allez ressentir. Par contre, le mot goût désigne couramment la flaveur, c'est-à-dire le mélange du goût et de l'olfaction et de l'odorat. C'est ce qu'on emploie dans le sens commun du goût. Le terme gustation, en termes scientifiques, ne s'applique qu'aux sensations perçues par les papilles gustatives de la langue. Donc c'est pour faire un petit peu cette distinction. Effectivement, on parle de goût de l'aliment, et en général, ça met en marche différents mécanismes, alors que la gustation, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la langue. Donc la langue, vous voyez ce que c'est. C'est effectivement un organe qui comporte différentes caractéristiques et ce qu'on appelle les papilles gustatives qui sont dans les bourgeons du goût et donc qui vont permettre la détection de ces différentes molécules qui proviennent de l'aliment. En termes de nombre de papilles, vous voyez qu'il y a une variabilité extrêmement importante suivant les sujets, donc de 500 à 5000 papilles, que chaque papille porte 1 à plusieurs centaines de bourgeons du goût, donc une variabilité importante d'une personne à l'autre, et qu'il y a environ 4000 bourgeons du goût, avec des extrêmes qui vont de 500 à 20 000. Ils occupent 75% sur la surface de la langue et 25% sur le palais mou, le pharynx, la partie supérieure de l'œsophage, donc toute la partie postérieure de la cavité buccale. Et un bourgeon du goût contient environ de 50 à 150 cellules sensorielles. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement on est pas mal équipé, mais l'équipement varie d'une personne à l'autre, donc du fait des perceptions sensorielles qui peuvent être extrêmement différentes d'un individu à l'autre. Le goût, je ne vais pas revenir là-dessus, vous les connaissez tous, c'est principalement 5 saveurs, l'amer, l'umami, le sucré, le salé et l'acide. Se rajoute un débat actuel au niveau de la perception des acides gras, ou des lipides, disons, où il y a effectivement, en particulier à Dijon, une équipe qui s'intéresse à ça et qui défend le fait qu'il y ait des récepteurs au goût. C'est encore un peu débattu dans la littérature. Donc avec différents systèmes pour détecter ces différentes saveurs, des récepteurs qui sont couplés soit aux protéines G, soit de la famille des canaux ioniques. Et ce qui est intéressant, c'est que la même famille est impliquée dans la perception trigéminale,
qui n'est pas vraiment le goût ou la gustation au sens strict du terme, mais qui va vous permettre de percevoir certaines perceptions comme le piment ou le frais comme l'amande par exemple. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment au niveau de la cavité buccale, mais il n'y a pas que ça quand vous mangez quelque chose et que vous le reconnaissez. Il se passe ensuite le fait que, il y a certaines molécules qui vont par voie rétronasale atteindre la cavité nasale, et donc l'épithélium nasal est donc être analysé en termes d'odeur et de la perception odorante. Donc là, c'est encore plus compliqué que ce que j'ai pu vous expliquer sur le goût, puisque au niveau de l'épithélium olfactif, il y a effectivement des milliers d'odeurs avec une grande diversité de familles chimiques. Vous ne percevez pas une odeur seule, en général c'est un mélange, donc c'est ce qu'on appelle l'arôme, qui est un mélange complexe. Pour la fraise que j'ai pris comme exemple, c'est environ 400 molécules différentes. Donc vous allez avoir 400 molécules différentes qui vont atteindre votre épithélium olfactif et qui vont faire l'arôme de fraise. Il y a environ 10 millions de cellules olfactives chez l'homme, plusieurs centaines de récepteurs. Vous savez que c'est la plus grande famille de récepteurs qui a été découverte. Et un codage périphérique qui est combinatoire. Donc des choses qu'on ne comprend pas encore complètement, vu la complexité du phénomène. C'est-à-dire que vous avez des odorants qui peuvent être reconnus par différents récepteurs. Celui-ci, par exemple, va pouvoir être reconnu par le récepteur A et le récepteur C, etc. etc. Donc des combinaisons d'activation des récepteurs qui sont énormes. Pour complexifier le tout, une complexité neuroanatomique, lorsqu'on parle de l'épithélium, c'est-à-dire que vous avez l'épithélium qui cette fois-ci est en haut, donc avec les récepteurs dont je vous ai parlé juste avant, effectivement vous allez voir après une organisation complexe dès qu'on franchit au niveau du bulbe, et puis ensuite les projections qui vont se faire dans différentes zones cérébrales. Donc la flaveur, c'est l'ensemble de ce que je viens de vous décrire très très rapidement, qui va permettre ensuite une analyse au niveau cortical et effectivement de reconstruire ce que l'image sensorielle dont vous avez pris l'habitude et vous permettre de reconnaître finalement la fraise. Donc si vous mangez une fraise les yeux bandés, vous allez finalement le reconnaître par cette analyse, la reconnaître par l'analyse de tous ces mécanismes chimiques que je viens de vous décrire. Donc la flaveur est une perception sensorielle qui repose sur l'intégration fonctionnelle d'informations chimiques. Et durant l'intégration cérébrale, les interactions sensorielles sont vraiment multimodales. Vous avez vu, c'est le goût, c'est la gustation, c'est l'olfaction, et c'est effectivement des influences somatosensorielles à la fois dans la cavité orale et dans la cavité nasale. Tout ça est un des mécanismes qui est impliqué dans ce qu'on appelle le système hédonique du contrôle de la prise alimentaire. Christine vous en a parlé un tout petit peu en parlant à la fois de la partie de la composante liking, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, et de la composante wanting, c'est-à-dire j'en veux pas. Vous pouvez aimer quelque chose, mais ne pas en vouloir à un moment donné de la journée. Par exemple, vous aimez beaucoup le chocolat, mais vous n'allez pas en manger en début de déjeuner. Vous aimez beaucoup la soupe, mais vous n'allez pas en manger au petit déjeuner. Donc vous pouvez aimer certaines choses, mais ne pas en vouloir en fonction des circonstances, que ce soit contextuelles, culturelles, etc., etc. Donc ça, c'est juste pour vous replacer ces deux composantes qui sont importantes, effectivement, lorsqu'on parle d'hédonisme et de plaisir alimentaire. Et donc qui vont guider vos choix et vos préférences. Alors qu'est-ce qui se passe chez les obèses ? Eh bien, la situation est assez compliquée. Quand on fait une revue de la littérature, vous avez des données qui sont relativement conflictuelles et difficiles d'arriver à un consensus lorsqu'on regarde toutes les données qui ont été publiées. Donc je vous ai mis quelques exemples ici, qui c'est pas exhaustif, en ne prenant que l'adulte, parce que la situation est encore plus complexe si on s'adresse à l'enfant obèse en comparaison de l'enfant normal, entre guillemets. Donc juste chez l'adulte, en termes de perception sensorielle, c'est-à-dire ce que vous allez vraiment, ce que vos récepteurs ou vos organes sensoriels vont détecter, eh bien, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le sucre, l'intensité des solutions sucrées est en général moins élevée chez les obèses versus les normopondéraux, mais il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence, en particulier portant plus chez la femme.
Sur la détection umami, c'est-à-dire la détection plus protéinique, si on veut, la détection est montrée moins bonne chez les femmes obèses versus les normopondéraux. Et pour ce qui est lipides, il y a une détection qui est moins bonne des acides gras chez l'homme obèse versus le normopondéral. Mais une autre étude réalisée justement à Dijon, pas de différence pour la détection d'un acide particulier, qui est l'acide linoléique, avec cependant, dans la même étude, la constatation qu'il y a quelques sujets qui ont une très très mauvaise détection de l'acide linoléique, et tous ces sujets sont des sujets obèses. Donc, il y a effectivement des modifications qui sont parfois difficiles à mettre en évidence et qui semblent dépendre de nombreux facteurs, j'y reviendrai par la suite. Lorsqu'on parle cette fois-ci de l'appréciation et non plus de la perception elle-même, c'est-à-dire est-ce que les gens vont aller vers ces préférences-là, même s'ils détectent, ils ont des seuils de détection qui sont éventuellement différents, c'est ce que j'ai montré dans la diapositive précédente. Là, il y a un certain consensus pour le fait qu'il y a une appréciation plus élevée du gras qui soit associé avec du sel ou du sucre, puisque vous pouvez avoir du gras salé ou du gras sucré quand on parle de comportement. Et donc là, il y a une relative concordance des études montrant qu'effectivement cette appréciation est augmentée chez l'obèse par rapport au sujet normopondéral. Vous voyez le nombre d'études qui est assez importante sur ce point-là. Il y a une étude qui montre aussi une appréciation plus élevée du sel chez les obèses. Pour le sucre, là encore, il y a quelques discordances, puisque des études montrent aussi une appréciation plus élevée du sucre, soit pas de différence, en particulier chez les femmes, et moins élevée du sucre chez les obèses. Et il y a vraiment une étude assez récente réalisée au laboratoire qui montre que ça semble dépendre du genre, cette appréciation ou cette modification de l'appréciation chez l'obèse par rapport au sujet normal. Pardon. Il y a de plus en plus des études qui portent sur ce qui se passe en termes d'activation de ces voies hédoniques dont Christine vous a parlé tout à l'heure et je vous reparle ici. En particulier cette étude de Stockel qui montre quelque chose qui me semble moins intéressant, c'est qu'effectivement il y a une augmentation de la réactivité aux aliments, en particulier aux aliments riches en calories chez les sujets obèses, dans des régions cérébrales qui sont impliquées dans les réponses motivationnelles, émotionnelles, donc en gros dans le circuit de la récompense dont on a parlé auparavant. Et les individus obèses ont une évaluation altérée de la récompense alimentaire, donc une modification de ces voies, qui aboutit à une motivation augmentée à consommer des aliments hautement énergétiques. Et ça, c'est retrouvé maintenant dans plusieurs études. Je pense que David pourrait en parler aussi. Il y a peut-être des choses qui sont faites à Rennes sur ce plan-là. Donc il y a un consensus qui commence à apparaître de ce type-là. Lorsqu'on regarde là aussi différentes études d'imagerie fonctionnelle, il y a, quand on présente des images d'aliments, que ce soit des aliments sucrés ou gras, il y a une activation plus élevée chez les obèses de tout ce qui est aires qui sont impliquées dans ce qu'on appelle la récompense anticipée. Ça aussi, il y a pas mal d'études qui montrent un petit peu la même direction. Par contre, lorsque l'aliment est mis en bouche, le même type d'aliment, sucré et gras, donc c'est la récompense consommée, vous anticipez quelque chose et puis après vous consommez et donc vous allez avoir d'autres aires qui vont être activées. Et là, l'activation est moins élevée chez les obèses. Je reviendrai un peu là-dessus par rapport à ça. Donc la conclusion de cette partie, c'est qu'il est effectivement difficile de distinguer un phénotype de préférence alimentaire chez l'obèse au travers d'observations comportementales. C'est la difficulté effectivement quand on fait des questionnaires, quand on regarde ce qui se passe, parce que ça dépend du genre, je vous l'ai montré, ça dépend de la méthode utilisée, même pour les seuils de perception, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées et qui ne sont pas forcément concordantes. Et bien sûr, du composé testé, ça c'est logique, puisque les goûts ne sont pas forcément les mêmes et qu'il peut y avoir des altérations de l'un et pas de l'autre. Par contre, le résultat consensuel que je vous montrais à la fin, et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez fort, il y a une hyperactivation du circuit de la récompense chez l'obèse à la vue d'un aliment, mais une sous-activation lors de la consommation. Donc les auteurs interprètent ça comme la déception induite
peut favoriser effectivement la surconsommation. C'est-à-dire que vous ne recevez pas ce que vous attendez et du coup vous allez rechercher à nouveau à stimuler et aller plus loin, ce qui va vous faire surconsommer. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire, effectivement, vous le comprenez déjà sur cette partie-là. C'est aussi, j'en ai pas du tout parlé, ce qui se passe au niveau de l'évolution de l'obésité, en particulier lorsqu'on s'adresse à des jeunes enfants. Donc au niveau du syndrome Prader-Willi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces paramètres-là. Donc quelles sont les périodes de susceptibilité initiale? Est-ce qu'il y a des modifications en fonction du stade de l'obésité, dynamique ou statique? Quelles sont les réponses comportementales qui sont prédictives des réponses triatales? Ça, on n'a pas encore la réponse, ou pas complètement. Et donc il y a, à mon avis, des voies de recherche qui sont extrêmement intéressantes sur ces points-là. Un petit mot sur la chirurgie bariatrique, où là, il y a quelques études qui sortent depuis 5-6 ans sur ces préférences alimentaires ou la perception sensorielle. Il y a une revue qui est assez intéressante qui date de 2012, il y a d'autres travaux qui ont été faits depuis. Il semble qu'effectivement, après chirurgie bariatrique, mais là aussi ça peut dépendre du stade, et donc je suis assez caricatural en mettant cette diapositive, c'est à prendre peut-être avec quelques pincettes parce que vous allez trouver effectivement des articles qui vont vous dire peut-être un petit peu le contraire. Mais de façon générale, il y a une augmentation de la sensibilité gustative. Je n'ai pas mis au sucre, au sel ou à autre. De façon générale, augmentation de la sensibilité gustative après la chirurgie bariatrique. Une augmentation de l'intensité sucrée perçue et une diminution de la consommation d'aliments sucrés ou gras. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à peu près retrouvé de façon systématique. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas mis là, mais il y a quelques données qui montrent un petit peu le même profil lorsque on ne fait pas de chirurgie bariatrique, mais on fait des régimes, et donc il y a une diminution du poids qui s'ensuit. Et donc on a un petit peu le même genre de grands arguments par rapport à ce que je viens de vous montrer ici. Alors comment on peut arriver à expliquer de façon mécanistique ce que je viens de vous dire par les observations comportementales ou par des questionnaires? Il n'y a pratiquement pas de données chez l'homme, j'en connais pas, mais je vais vous donner quelques pistes chez l'animal qui montrent qu'effectivement il y a des mécanismes sous-jacents qui pourraient être intéressants aussi d'aller étudier au niveau des obèses et de l'obésité en clinique. Donc juste 2 ou 3 diapositives pour vous montrer l'importance que peuvent avoir des hormones dont on a déjà évoqué la présence ou les modifications au cours de l'obésité. Ici la leptine, pour vous montrer qu'effectivement il y a des modifications de la sensibilité gustative en fonction des animaux qu'on étudie. Ici des animaux DBDB par rapport à des contrôles et avec ou sans leptine. Eh bien, la conclusion, vous la lisez, c'est la leptine plasmatique diminue sélectivement de façon concentration dépendante la réponse gustative nerveuse aux composés sucrés, et ce par l'intermédiaire des récepteurs OB-OB. Donc c'est effectivement une étude qui date maintenant un petit peu, qui a une quinzaine d'années, mais qui montrait de façon très très nette, effectivement, que la leptine influence directement la perception du sucre. Pourquoi ? Eh bien, en fait, suite à ces premiers travaux, les gens ont recherché s'il y avait des récepteurs OB dans les papilles gustatives, et la réponse est oui. Il a été trouvé l'expression de ce récepteur chez la souris, chez le rat et dans d'autres espèces. Vous le voyez ici, soit en RT-PCR, soit en hybridation in situ, pardon, où vous voyez qu'il y a effectivement des récepteurs OB-OB qui sont présents à la fois chez les souris normales et chez les souris OB-OB, mais qui sont absents chez la souris DBDB. Et donc, dans le même genre d'études, il y a des auteurs qui ont enregistré sur les nerfs qui partent des papilles gustatives ce qui se passait en termes d'activité électrique. Et ce qui est montré, c'est que la leptine active la conductance de certains canaux, en particulier des canaux potassiques. Et donc, ça crée une hyperpolarisation des potentiels membranaires. Et donc, en gros, la leptine a tendance à diminuer l'excitabilité des cellules gustatives. Donc, des effets importants au niveau local, au niveau de la langue, de la leptine, puisqu'il y a des récepteurs à la leptine sur les papilles.
Un autre acteur qui semble jouer un rôle non négligeable par rapport à la perception sensorielle directement au niveau buccal, c'est éventuellement le GLP1. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait, enfin qui est en cours avec Bruno Vergès à Dijon, sur la modification de la sensorialité chez les diabétiques, donc qui est corrigée en partie, je vais vous montrer deux résultats, par un agoniste du GLP1. Déjà chez les diabétiques, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une baisse de la perception sucrée. Ici, vous avez les contrôles. Ici, vous les avez les diabétiques, diabète de type 2, pardon. Et puis, après traitement avec un agoniste du GLP1 pendant 3 mois. Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a une baisse de la perception de la saveur sucrée. Ça, c'est les seuils de détection. Hein, donc, plus c'est élevé, moins vous ressentez le sucre. Donc une baisse de la perception sucrée chez les diabétiques. Et lorsqu'on traite avec le liraglutide, dans ce cas-là, il y a une diminution, une perception qui revient pratiquement à la normale, enfin qui n'est plus significativement différente par rapport à la normale. Et c'est spécifique du sucre, puisque vous n'avez rien sur le sel ou sur la mer. Bien qu'il y ait une tendance sur la mer, mais qui n'était pas significative dans ce cas-là. Et lorsqu'on regarde aussi chez ces mêmes personnes les préférences alimentaires ou l'envie de consommer, je ne vais pas décrire en détail ce qui se passe ici, mais la conclusion c'est que les diabétiques ont une envie plus importante de consommer des aliments gras, protéinés, et moins importante de consommer des aliments sucrés. Et il y a un retour vers la normale pour les lipides après 3 mois de traitement. Donc vous voyez que le traitement dans ce cas-là, effectivement, a un effet sur la perception du sucre, et un effet sur les préférences, au moins pour l'instant sur les lipides. Donc c'est des résultats préliminaires qu'il faut qu'on confirme. Pourquoi? Là aussi, y a des données qui montrent qu'il y a bien une coexpression du GLP1, de l'alpha-gustine et d'un récepteur particulier, récepteur gustatif, pardon, dans les papilles des souris, et que les enzymes nécessaires au clivage du proglucagon sont aussi présentes au niveau de la bouche et donc au niveau de certaines papilles circumventriculaires qui sont des papilles un petit peu particulières. L'expression du récepteur GLP1 est retrouvée aussi dans les fibres qui proviennent de ces papilles. Donc il y a bien des explications mécanistiques qui peuvent être trouvées au moins pour l'instant chez l'animal, avec proximité du GLP1 et de son récepteur dans les cellules gustatives. Donc le signal GLP1 au niveau local a certainement un effet et une action paracrine sur la sensibilité gustative. Je vais passer là-dessus. Donc, pour ce que je trouve intéressant dans ces données, même si pour l'instant sur l'obèse on n'a pas une image totalement claire, moi le message que je veux faire passer, c'est qu'une alimentation saine, bien sûr, est cruciale pour prévenir et traiter les maladies métaboliques, ça c'est un lieu commun. Mais je pense qu'il est extrêmement important de mieux comprendre et appréhender les facteurs physiologiques et psychologiques qui déterminent nos préférences et les choix alimentaires, puisque effectivement, en fonction de ces différents facteurs, vous allez avoir des préférences qui vont varier et qui vont être extrêmement importantes dans vos choix alimentaires et donc la façon dont vous allez manger, et donc ensuite sur les maladies métaboliques. La flaveur, la réponse hédonique et la valeur de récompense font effectivement partie de ces facteurs. On commence à bien les comprendre pour certains points. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Les interactions entre obésité et facteurs hédoniques est réciproque. Une forte palatabilité qui facilite l'hyperphagie et l'obésité. Et le statut d'obèse altère à son tour la sensibilité gustative et les processus hédoniques. C'est ça qu'on ne comprend pas très très bien. C'est dans quel ordre ça se fait, quel est l'œuf et quelle est la poule, mais surtout au cours du développement de l'obésité, des traitements qui peuvent avoir lieu, effectivement vous allez avoir l'un ou l'autre qui va jouer, et donc comment arriver à couper cette relation, c'est parfois quelque chose de difficile et qui semble d'intérêt. L'homme, comme le rongeur, je vous l'ai montré, semble moins sensible au goût sucré et salé, ce qui augmente la préférence pour les concentrations plus importantes et qui aggrave la prise calorique. Et la réversibilité du phénomène après perte de poids suggère que ceci est un effet secondaire de l'obésité et non pour moi un trait préexistant. Alors je voulais juste enfoncer le clou pour vous montrer que cette approche peut être intéressante, je pense, dans la prise en charge des patients.
On n'a pas encore effectivement beaucoup de données sur l'obèse. J'ai pris un exemple, mais qui peut être lié avec l'obésité, puisqu'il y a pas mal d'obèses qui, à la fin, présentent des altérations aussi au niveau rénal. Et donc, on est en train de mener aussi une étude en collaboration avec le service de néphrologie de Dijon sur les modifications des préférences chez les personnes dialysées. Et ici, c'est juste pour vous montrer le wanting pour les aliments protéiques chez ces personnes, soit le jour sans dialyse, soit juste après la dialyse, pour voir l'influence de la dialyse sur les préférences alimentaires. Vous pouvez voir que, bon, à distance du repas, le wanting est à peu près équivalent entre les trois groupes. Par contre, lorsqu'on s'approche du repas, il y a bien sûr une augmentation du wanting chez la personne témoin, et il y a une diminution de ce wanting chez la personne dialysée, uniquement le jour sans dialyse. Après la dialyse, ce wanting pour les protéines revient à la normale. Ça veut dire qu'il y a un moment où le patient est prêt à accepter les protéines, alors qu'il est moins prêt à l'accepter à d'autres périodes. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant à étudier pour proposer les aliments acceptables à un moment donné dans telle ou telle pathologie. Et c'est vrai que ce point nous semble extrêmement intéressant. Et lorsqu'on regarde ensuite ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on propose des protéines ou des aliments protéinés à ces personnes, eh bien, on a bien une augmentation de la consommation des protéines immédiatement après la dialyse. Et c'est spécifique des protéines, puisque pour les glucides ou les lipides, vous n'avez pas de modification de cette consommation. Et donc les seuils de détection qu'on a mesurés aussi en termes de détection du glutamate, là aussi, ça veut dire qu'au niveau même de la langue, de seuil de détection du glutamate, vous avez des modifications, puisque les témoins ont un seuil de détection assez bas, qui est très augmenté chez les personnes en insuffisance rénale lorsqu'ils n'ont pas subi de dialyse, et qui a tendance à revenir à la normale au moment de la dialyse. Donc cet exemple, c'est juste pour vous illustrer le point qui, moi, je porte aujourd'hui, qui est de dire, faites attention effectivement à toute cette composante hédonique chez vos patients, puisque c'est extrêmement important, à la fois pour leur proposer des aliments qu'ils aiment à un moment donné, c'est le cas du dialysé, mais aussi chez les personnes obèses, effectivement, on sait que les préférences alimentaires varient, et la prise en charge en prenant en compte ces éléments hédoniques me semble important pour la prise en charge des patients. Je vais m'arrêter là, je crois. Voilà, je voulais remercier quelques personnes effectivement du centre qui ont participé à ces études, dont vous voyez les noms ici. Et on a une plateforme effectivement d'analyse sensorielle qui est extrêmement utile pour nous aider à réaliser toutes ces expérimentations. Merci.